En 2024, on tente encore d'assassiner des présidents américains. C'est à peine croyable, mais Donald Trump a échappé miraculeusement à la mort ce week-end avec cette image saisissante, sidérante du candidat républicain à la Maison-Blanche, se tenant l'oreille après qu'une balle l'ait effleuré en plein meeting de campagne. Bonjour à tous. L'émotion est un peu retombée. Ce matin, on tente de faire le point sur les conséquences de cet événement majeur sur la campagne américaine. On essaye d'en savoir plus sur la direction que prend l'Amérique, parce que c'est pas simple. Bonjour, William Tay. Bonjour Thibault. Merci d'être ici, directeur du think tank libéral Le Millénaire. Alors vous êtes... vous traitez très souvent des questions de politique américaine et c'est pour ça qu'on voulait vous inviter ce matin. Alors, j'imagine que vous avez été vous aussi sidéré par cette image. Est-ce que vous avez été fondamentalement surpris par cet événement ? Oui, j'ai été surpris quand même parce que malgré tout, même si les États-Unis ont été habitués aux tentatives d'assassinat contre des candidats à l'élection présidentielle, des présidents ou des anciens présidents, c'est la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 1981 contre Ronald Reagan, donc 40 ans plus tard. On se dirait que les services secrets se sont améliorés, les services de protection se sont améliorés, et normalement, ils auraient pu éviter ça. Surtout que de temps en temps, des personnalités américaines viennent en France. La dernière fois, c'était Joe Biden qui est venu à Paris. Oui. Et on voit bien que lorsqu'un président ou une personnalité américaine vient, il y a tout un cortège, il y a un ensemble d'organisations qui fait que c'est quand même pas Paris simple. était complètement bloqué. Tout à fait, ça veut dire que quand Biden passe dans certains endroits, certaines routes sont bloquées et donc les toits sont sécurisés, etc. Donc vous pouvez se dire légitimement qu'une personnalité comme Trump qui est exposée clivant sans rien cacher à qui que ce soit, puisse être victime de menaces et donc être victime d'éventuelles tentatives. C'était ça ma question. La sidération, oui, quand on a vu cette image, moi, je l'ai vu sur Twitter d'abord dans un premier temps, très surpris, mais presque choqué. Mais est-ce qu'on est surpris que ça arrive à Trump ? Vous voyez ce que je veux dire ? C'est avec un peu de recul, est-ce que Trump n'est pas le dirigeant politique le plus susceptible d'être victime de ce genre de choses ? Oui, c'est vrai qu'on pourrait se dire ça, que Trump est la personnalité qui est le plus en vue dans un pays où il y a plus d'armes à feu en circulation que nombre d'habitants et qu'un certain nombre d'oppositions ont pu créer une frustration, un mécontentement, voire une haine, et surtout une haine viscérale à son égard. On se rappelle que lorsqu'il a été élu, des tas de personnes sont parties manifester alors qu'il venait d'être élu. Non, ensuite, après, moi, je mettrais quand même un cadre global qui est plus intéressant, c'est-à-dire que lorsque vous regardez toutes les démocraties libérales, toutes les démocraties libérales sont en crise, sont marquées par ce qu'on appelle la polarisation de la société et du fait qu'on est une société qui est de plus en plus clivée. Et vous avez l'ancien Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, qui s'est fait assassiner. Donc, il y a quand même une violence. Récemment, le Premier ministre slovaque, me semble-t-il. Voilà, donc il y a un certain nombre de points quand même qu'on voit dans toutes les démocraties libérales auxquels des dirigeants ou des anciens dirigeants se font attaquer. Et je pense que ça devrait nous interroger, que ce soit Trump ou pas Trump, que ce soit n'importe qui, c'est que normalement la démocratie libérale est censée pacifier nos relations, notamment les débats publics, et que maintenant, on le voit, et surtout en France, qui deviennent de plus en plus violents, on s'en prend maintenant, on agresse les personnes. Lorsque vous regardez les dernières élections législatives françaises, on a eu un nombre d'agressions record, et même notamment physiques. Oui, mais le président de la République aussi qui a reçu une gifle il y a 2 ans en arrière maintenant. Je vous renvoie quand même à cet excellent papier de Laure Mandeville sur la personnalité de Trump, justement, Donald Trump, victime et adepte de la violence politique. Et elle ne s'étonne pas vraiment que ce soit lui qui ait été victime d'une tentative d'assassinat. Il condense tellement de haine, il attise beaucoup de violence aussi, on l'a vu avec les événements du Capitole. Je me trompe quand je dis ça ? C'est un homme qui est, et comme le dit Laure Mandeville, adepte de la violence politique d'une certaine manière, et qui l'alimente lui aussi ? En tout cas, on ne peut pas dire que ce soit la personne qui cherche à pacifier le débat public. Ça, c'est à peu près certain. Ensuite, après, moi, je mettrais quand même une nuance. Lorsque vous regardez les personnalités qui ont été victimes de tentatives d'assassinat, c'est pas uniquement les personnes les plus violentes dans le débat public. Non. Ce sont des personnes qui répondaient à certaines caractéristiques. D'une part, ils étaient vus comme plutôt clivants. En tout cas, ils alimentaient une haine d'une part des Américains ou de l'autre frange de l'Amérique auquel ils n'étaient pas élus. L'autre point aussi, c'était surtout qu'ils apparaissaient comme un peu révolutionnaires et surtout voulant changer les choses de manière assez profonde. Les dernières personnalités qui se sont fait attaquer, c'était quand même Ronald Reagan, qui était considéré à l'époque comme un candidat d'extrême droite, et donc un président d'extrême droite, un peu comme ce qu'on pourrait dire aujourd'hui sur Donald Trump de la part d'une partie des commentateurs. Les autres, c'était Bob Kennedy et son frère, tristement JFK. Donc c'était quand même des personnalités qui étaient vues comme voulant changer le système. Et quand vous voulez changer les choses, c'est possible que vous alimentez une certaine haine à votre encontre. Est-ce qu'il y a dans la presse américaine notamment, et même dans la presse française, est-ce que vous l'avez senti, cette question sous-jacente, il l'a un peu cherché. Est-ce que ça existe, ça, depuis samedi soir ? C'est possible que vous pouvez le retrouver sur une partie de la presse. Moi, je pense que
une partie, je parlais que de la presse américaine, oui, comme ça je vais parler de la presse française, une partie de la presse américaine et notamment une partie des élites américaines sont, je pense, dans l'embarras dans la mesure où ils ont pu faire une partie de leur beurre sur les talk shows ou des attaques anti-Trump dans la mesure où ça a rapporté beaucoup d'argent. C'est-à-dire que vous avez une partie de talk show américaine, une partie de la presse américaine qui à chaque fois faisait des articles contre Trump ou alimentait une défiance contre Trump ou c'est ce qu'on appelle des articles négatifs. Et pouvaient en fait, d'une part, rassurer leur électorat ou rassurer leurs auditeurs. Là, je vous contredis un peu. Dans le camp républicain, on faisait la même chose contre Joe Biden. Je ne dis pas le contraire. Oui, d'accord. Non, les deux, ça rapporte. C'est comme en France, il y avait le Hollande bashing qui rapportait pour une partie de la presse. Donc, il ne s'agit pas de donner la responsabilité, c'est qu'ils sont dans cet état-là, ils le savent. Donc aujourd'hui, ils sont dans une situation d'embarras. Moi, ce qui m'a marqué notamment, c'était qu'on pouvait se dire qu'une partie n'allait pas exprimer de message de soutien en faveur de Donald Trump en juste condamnant, vous voyez, une condamnation à moitié. Là, on a vu que de toute la sphère politique américaine et de toute la presse américaine, il y a eu d'une part la condamnation de la violence dans le débat public, et donc du coup, et le fait que la plupart des personnes, ou même si ce n'est l'ensemble des personnes, ont souhaité un propre rétablissement à Donald Trump. Pour l'instant, on ne connaît pas les motivations du tireur. Non. On ne sait pas si c'est un coup de folie ou si c'est une question politique. Pour l'instant, on ne le sait pas, mais vers quoi est-ce qu'on penche pour l'instant dans les enquêtes, dans l'opinion quelles sont les motivations pour l'instant dans ce qu'on sait? Il y a plusieurs éléments qui sont retranscrits. Le premier, qui sont même contradictoires. La première chose qu'on a vue, c'était qu'il était enregistré comme électeur républicain en Pennsylvanie. Il faut rappeler que lorsque vous êtes électeur aux États-Unis, vous pouvez vous enregistrer dans un camp politique, démocrate, indépendant, républicain ou non affilié. Cette personne a choisi, et n'a jamais voté pour l'instant à une élection présidentielle américaine, de s'inscrire, parce qu'il n'a que 20 ans, il a choisi de s'inscrire comme républicain. L'autre pendant aussi, c'est qu'il a fait des dons à un super PAC, donc un fonds de soutien d'action aux démocrates. Et dans le même temps, il y a certaines personnes ou certaines enquêtes qui disent qu'à la fois, il est antifa. Donc ces éléments-là ne permettent pas aujourd'hui de donner un profil qui est stable, et c'est l'enquête qui va déterminer. Pourquoi est-ce que c'est important de savoir le profil de la personne? Il s'appelle Thomas Matthew Crooks. Tout à fait. Voilà. En fonction du profil de la personne, le narratif du camp Trump pourrait être différent. Si c'est une personne qui est globalement déséquilibrée, on dira que c'est un déséquilibré qui a tenté de s'en prendre à la vie de Donald Trump. Si par cas, et dans ce cas-là, je pense que Donald Trump dira qu'il y a une faiblesse dans les services de sécurité et que Biden n'est pas capable d'assurer sa propre sécurité, donc il n'est pas capable d'assurer la sécurité des Américains. Ce sera sur cela qu'on pointera, exactement. Qu'on mettra le doigt. Mais imaginez qu'il soit démocrate dans un pays où les thèses complotistes fleurissent. Est-ce que vous ne pensez pas que des électeurs de Trump, qui aujourd'hui pensent toujours que l'élection de 2020 a été volée, ne se diront pas que c'est le Deep State, les démocrates... L'État profond, pardon, les démocrates. L'État profond, c'est l'idée générale que... Il y a un establishment derrière qui contrôle les États-Unis, complexe militaro-industriel, etc., qui veut nuire à Donald Trump. Est-ce que ça ne va pas alimenter son récit, qu'il est justement le grand outsider, le porte-voix de la cri de l'Amérique profonde, qui cherche à les sauver, et donc à faire battre l'establishment. Un peu comme les théories qu'on avait sur l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy. C'était une de mes dernières questions, mais j'y viens tout de suite. On le sait, l'électorat trumpiste a une tendance au complotisme. Pas tout le monde, évidemment, mais une partie de ses électeurs. Même l'ensemble des Américains, on peut dire. Les l'ensemble des Américains. Est-ce que déjà on accuse les démocrates d'avoir peut-être facilité cet attentat? Je me dis que ça fleurit sur les réseaux sociaux, sur les sites complotistes, peut-être même sur Fox News d'ailleurs. Pour moi, c'est en fonction du profil que ça va être. Pour l'instant, ça part pas encore trop. Démarré. Il y a une partie qui disent quand même que Joe Biden et les services secrets sont en partie responsables, mais on se concentre davantage sur les services secrets et sur éventuellement les autorités locales de la police, en se demandant la question comment une personne comme ça a pu venir, a pu s'installer. Et autre point aussi intéressant, c'était que des personnes qui étaient présentes au meeting ont alerté les forces de sécurité et de police, et ces personnes-là n'ont pas été entendues et que la personne a pu se balader tranquillement sur les toits. Ce qui apparaît comme une défaillance de sécurité assez majeure. La force de l'image, cette image de Donald Trump qui, le point en avant, harangue la foule, on imagine l'adrénaline à ce moment-là. Est-ce que ça va marquer durablement les Américains et le monde, cette image ? Je pense que cette image va marquer l'histoire tout court. C'est une des images les plus marquantes que j'ai vues. Moi, il y a deux choses qui m'ont marqué dans la double séquence. La première, c'est sur le coup de tir.
Oui. Lorsque Donald Trump se fait tirer dessus, on le voit en train de se toucher l'oreille. Oui, d'abord, il ne comprend pas, on a l'impression. Je trouve qu'il sent très rapidement qu'il y a du sang et il se baisse très rapidement. Oui. Ça se joue en quelques secondes. C'est vrai qu'il y a une seconde où... Il ne sait pas trop ce qui se passe. Et je trouve qu'il réagit assez rapidement. Donc on voit bien qu'il s'est préparé à ce type d'éventualité. En tout cas, il a été entraîné pour. L'autre point aussi, c'est que lorsqu'il se relève et qu'il se fait encercler par les services de secret qui en fait font corps comme si c'était une torture romaine pour pouvoir avancer, pour aller escorter vers sa voiture de sécurité. Voilà. Là, on le voit. Oui, et on voit qu'il se baisse assez rapidement. Il se baisse assez rapidement. Donc je ne sais pas si c'est les services secrets qui lui disent de se baisser ou c'est lui qui se baisse spontanément, mais en tout cas, il a des réflexes assez importants. Ensuite, après, je pense qu'il y aura l'autre image où il va se relever là. Il va se relever là. Regardez, William, il se relève. Enfin, il y a ce temps d'attente, déjà évidemment, puisque les services secrets, on imagine dans les oreillettes, on doit lui dire. Et là, il se relève. Ensuite, après, vous voyez, il se fait escorter. Normalement, il doit être porté. Oui. Il refuse de se faire porter, donc on voit bien qu'il a de la fierté. À ce moment-là, on indique aussi que normalement, il doit être porté. Oui, et il veut récupérer ses chaussures. Et là, il dit attendez, wait. Et là, il dit fight. Donc on voit bien qu'on a un animal politique incroyable qui, même dans cette situation... Ses chaussures, pourquoi on lui a enlevé ses chaussures ? Je crois qu'il perd ses chaussures, c'est ce qu'on raconte. Ah oui, d'accord. C'est ce qu'on a raconté. Et ensuite, après, là, il veut se faire escorter, mais il veut pas, pour des questions d'image, se faire porter parce qu'il apparaîtrait comme un homme faible en comparaison avec la critique portée à Joe Biden ces 15 derniers jours. Et donc, il veut marquer la différence de lui, toujours en train de se battre malgré les circonstances, et Joe Biden qui n'est pas en capacité de le faire selon lui et selon l'argumentaire que tient l'équipe de campagne de Donald Trump. Donc on voit bien quand même que c'est un animal politique incroyable, et surtout ce que les gens ne savent pas forcément, c'est que si par cas en France Emmanuel Macron donne un ordre au GSPR, donc groupe de sécurité présidentielle, le fait de se laisser passer pour saluer la foule, le GSPR s'exécutera. Aux États-Unis c'est pas pareil. Non, c'est le service secret qui décide. C'est-à-dire que le président il est parti contre les ordres du service secret. Voilà, le président ne s'appartient pas d'une certaine manière. En France, Emmanuel Macron peut dire j'y vais. Si le service secret dit au président de la République, le Secret Service dit au président américain tu n'y vas pas, il n'y va pas. S'ils veulent changer l'itinéraire de voiture, ils changent l'itinéraire de voiture sans son accord. Voilà ce qu'on pouvait dire donc pour l'instant sur l'événement. On va avancer un peu, on va parler de la campagne. Quelles conséquences, William T, là, dans les jours qui viennent, les heures qui viennent? D'abord, pas touche à Trump, il est inattaquable. Alors, je pense qu'au sein du parti républicain, il va être vu un peu comme un messie. Oui. Ça c'est bien un congrès d'ailleurs. Il y a une convention républicaine. Qui va définir officiellement que Donald Trump est le candidat républicain à la présidentielle de novembre. À Milwaukee, dans le Wisconsin, qui est un État clé, qui est un État qui va faire l'élection présidentielle américaine. Et en fait, dans cette convention, les républicains vont donner une partie de leur programme, enfin en tout cas leur ligne politique, et surtout désigner deux choses. Ils vont désigner Donald Trump comme candidat à l'élection présidentielle, et ils doivent désigner un vice-président sur son ticket comme colistier. Il y a un nom qui était favori avant les événements, c'était J.D. Vance, le sénateur de l'Ohio, mais je n'exclus pas que Donald Trump éventuellement change de stratégie ou de ligne avec ce qui s'est passé. D'accord. En gros, J.D. Vance, c'est un mini-Trump, donc il est exactement sur la même ligne, mais est-ce que Donald Trump ne va pas profiter de l'événement pour marquer l'unité en choisissant un profil qui élargisse et qui réponde à d'autres besoins et d'autres électorats qui seraient susceptibles de l'écouter aujourd'hui? C'est possible. Tiens, ça c'est une question parce qu'on le sait, Donald Trump n'a jamais prononcé de mots, et il le revendiquait d'ailleurs, d'unir l'Amérique, très clairement, même si... Il l'a dit dimanche. Voilà, non mais c'est ça, c'est là-dessus que je voulais appuyer, William T. Certains, en France par exemple, ont une tendance à dire nous on unit, même s'ils ne le font pas dans les faits. Lui ne le disait jamais. Non. Là il l'a dit. Unir l'Amérique dans un tweet, est-ce que c'est une attitude responsable, un appel au calme, ou c'est, une fois de plus, de l'opportunisme politique? Vous allez me dire les deux? Il aurait pu le faire avant. C'est la première fois qu'il le fait. En tout cas, c'est la première fois qu'il le marque autant. Je pense que... en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est pour ça que moi je mets quand même un bémol sur ce qui est en train de se passer, c'est qu'on ne sait pas psychologiquement ce qui se passe quand il vous arrive ça. C'est-à-dire, on peut dire ce qu'on veut, ça reste un homme politique, mais ça reste aussi un humain. Lorsque vous êtes victime d'une tentative d'assassinat, peut-être que vous changez d'optique, et peut-être que ça vous marque, ça fait ce qu'on appelle la stratégie du choc. Donc ça peut vous marquer durablement et peut-être changer. Donc c'est possible qu'il change de possibilités et de tournant et même de discours. C'est-à-dire qu'il peut se dire que le fait d'électrifier le débat public a pu amener potentiellement à sa mort. Voilà, potentiellement. Il a dit également aussi, au-delà du post qu'il a posé sur son réseau social Truth, il a dit aussi que c'était quand même un miracle et qu'à 5 cm près, il y passait.
Donc c'est vraiment une sorte de miraculé. Moi, je pense notamment en termes de comparaison, ce qui me marque beaucoup, c'est ce qui s'est passé avec Ronald Reagan. Ronald Reagan est un ancien président américain qui a été président des États-Unis de 1981 à 1989. Et Ronald Reagan est victime d'une tentative d'assassinat en 1981. Il était détesté par une grande partie de l'Amérique parce qu'outsider, parce qu'acteur et parce que beaucoup trop à droite. Et après cette tentative d'assassinat, il est devenu ce qu'on a appelé le Great Communicator. Donc ça veut dire le grand communicant, et son image a changé durablement. Il faut quand même rappeler que si Parker était vu comme un extrémiste, en 1984, il fait l'élection la plus large de l'histoire américaine au collège électoral en remportant 49 États sur 50, ce qui est quand même un exploit sans nom. Extraordinaire. Voilà, donc ça change. Et à la fin, on a ce qu'on appelle des Reagan-démocrates, c'est-à-dire des démocrates qui sont mis à voter Ronald Reagan, malgré tout ce qu'on s'est dit. Et je mets quand même un point sur la... Vous allez voir, il y a deux points... Pour l'instant, j'ai du mal à l'imaginer pour Trump, mais pourquoi pas après tout. Il y a 2 points de comparaison qui vont être très intéressants. Le premier, c'est que Donald Trump s'est inspiré de Ronald Reagan dans la mesure où le slogan de Ronald Reagan en 1980, c'était « Make America Great Again ». Donc, on le sait, il a cette fameuse casquette MAGA rouge au moment où il se baisse et au moment où il est en train de faire son discours samedi. Ça vous rappelle quelque chose. L'autre point, c'est que lorsque Ronald Reagan a été victime de cette tentative d'assassinat, il raconte à son entourage « C'est Dieu qui m'a protégé parce que j'avais une mission civilisationnelle qui était celle de faire battre l'Union soviétique et de faire dominer le pays de la liberté. » On peut penser ce qu'on veut, mais ça reste un pays. Comme ça. Ce que dit Donald Trump après cette tentative d'assassinat, c'est qu'il fait appel tout de suite à Dieu en disant que c'est un miracle. Je n'exclus pas que d'un point de vue même s'il n'y croit pas, d'un point de vue stratégie politique, odieux de partir sur la ligne qu'il avait, il part sur une ligne beaucoup plus unie et qui s'inspire de ce qu'a fait Ronald Reagan entre 81 et 84. Que va pouvoir faire Donald Trump. Voilà, William T. Nous donne des pistes, mais que vont faire les républicains ? Ça, c'est les démocrates, c'est une autre question. Joe Biden a pris la parole, lui aussi. Bon, attitude là aussi, face aux Américains, dans le bureau ovale, posé. Attitude rassembleuse, on a plus l'habitude de son côté, finalement. Oui, mais il a également appelé Donald Trump pour lui souhaiter un rétablissement et pour savoir comment il allait. Je pense que le point de Joe Biden, contrairement à ce qui a pu être dit, n'est pas forcément mauvais pour lui, parce qu'il faut rappeler que la séquence des 15 derniers jours était que les démocrates ne voulaient même pas qu'il soit candidat. Oui. Donc c'est quand même ça le contexte dans lequel il était. Et aujourd'hui, vu qu'une grande partie des observateurs pensent que Donald Trump a déjà gagné l'élection présidentielle en raison du cliché que vous avez mis à l'écran, pense... Est-ce que, si vous êtes démocrate, vous voulez vraiment encore piquer la place de Joe Biden pour affronter quelqu'un qui est sûr de gagner ? Oui, alors c'est ça. Est-ce que quelqu'un va vouloir y aller ? Je pense qu'aujourd'hui, la question ne se pose pas sur est-ce que Biden veut y aller. En fait, c'est Biden qui aura les clés. Oui. Et aujourd'hui, je ne suis pas sûr que beaucoup de gens soient prêts à risquer leur carrière politique pour affronter quelqu'un dont la probabilité aujourd'hui, si l'élection avait lieu mardi prochain, serait de quasiment de 99%. Donc là, vous me le dites très clairement, parce qu'on n'a pas évoqué directement cette question. Selon vous, Donald Trump, après cet événement, a gagné l'élection présidentielle américaine ? Moi, non. Déjà, il était déjà bien parti. Il était déjà bien parti. Nous, depuis... En fait, on a un certain nombre d'indicateurs et on fait des systèmes de modèles et de probas. Oui. En gros, l'élection se jouait dans 6 États clés depuis janvier dernier. Ce qu'on appelle les États de la Sun Belt, donc Géorgie, Arizona et Nevada. D'accord. Et dans la Rust Belt, donc les États du Nord, c'est Michigan, Pennsylvanie et Wisconsin, donc l'État où va se dérouler la convention républicaine. Sur les 6 États, Donald Trump était en tête depuis 6 mois, dans 5 à 6. Oui. Donc il était quasiment certain de gagner. D'accord. La probabilité était très très forte. Oui. Là maintenant, après le débat et avant la tentative d'assassinat, vous pouvez rajouter comme État clé le Minnesota, le New Jersey et la Virginie. Et vous allez me dire, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ça ? Oui. Le Minnesota, c'est le seul État qui a résisté à Ronald Reagan en 1984. Pour dire à quel point, quand Reagan gagne 49 États sur 50, à quel point il est démocrate. Le New Jersey, c'est l'État qui est à côté de New York. La Virginie n'a pas été gagnée depuis les années 2000, donc depuis George W. Bush. Donc, ça veut dire que si par cas, Joe Biden est menacé dans ces États-là, c'est-à-dire que l'électorat démocrate s'est effondré. Pour vous donner un exemple, c'est comme si à la candidature d'élection de mairie de Paris, quelqu'un de gauche perdait le 18e, 19e et 20e. C'est la catastrophe absolue. Voilà, c'est dans l'état dans lequel est les démocrates. Ensuite, après, par contre, pour donner des points de nuance de cette situation, le premier point que moi je vois d'intéressant, c'est que lorsque vous faites des sondages sur l'ensemble des personnalités autres que Joe Biden pour savoir qui ferait mieux face à Donald Trump, il n'y en a qu'une personne qui ferait clairement mieux. C'est Michelle Obama ? C'est Michelle Obama. Oui. Et Michelle Obama femme de Barack Obama, ancienne First Lady des États-Unis d'Amérique, et
pour l'instant, ne veut pas y aller. Et surtout, ce qu'on indique dans sa bio, etc., c'est qu'elle n'était pas exceptionnellement fan que son mari Barack fasse une telle carrière politique parce que ça minait la sienne. L'autre point que je vois en faveur de Joe Biden, attendez, ça veut dire que si ça minait la sienne, c'est que potentiellement elle avait des envies. Non, plutôt en privé, avocate. Enfin, c'est une brillante avocate. Elle a fait Harvard, etc. L'autre point aussi qui était intéressant sur Joe Biden, c'est donc du coup personne ne peut le remplacer, parce que personne. Oui. Et l'autre point, c'était que lorsque vous regardez donc les États clés que je vous ai mentionnés, en fait ces États-là avaient été perdus par Hillary Clinton en raison de ce qu'on appelle le gap. En fait, aux États-Unis, vous faites donc en 2016. En 2016, vous faites des gaps et vous dites qui est meilleur que l'autre dans tel ou tel électorat. Si Hillary Clinton perd les anciens États démocrates du Wisconsin, du Michigan et de Pennsylvanie, c'est parce qu'elle sous-performe dans l'électorat blanc de classe moyenne anciennement industrialisés et les ouvriers qui anciennement votaient démocrates et en raison de la crise de 2008 et la désindustrialisation américaine se sont tournés vers Donald Trump. Joe Biden les récupère parce qu'il fait des meilleurs scores auprès de ce qu'on appelle la working class blanche, Hillary Clinton. Et c'est le seul. C'est-à-dire que tous les autres sur une ligne plutôt très à gauche ou wokiste ne sont pas en capacité de le faire. Donc c'est-à-dire que sur les 3 États clés, si les démocrates perdent les 3 États, c'est perdu. Je vous suis, oui. En fait, qui peut faire mieux que lui? Personne ne peut faire mieux que lui alors qu'il semble battu d'ores et déjà par Donald Trump. Ouais. Donc en fait, l'élection est quasiment perdue. Sauf si Michelle Obama change de position en vue de la convention démocrate qui aura lieu fin août. Et il n'est évidemment pas certain que cela arrive. Loin de là, puisque à première vue, elle n'a pas envie et qu'aujourd'hui, on n'a pas trop envie, comme vous l'avez expliqué du côté démocrate, de se lancer dans la bataille face à un Donald Trump renforcé, d'une certaine manière, par cet attentat. Est-ce qu'on va avoir des premiers sondages rapidement, là, post-tentative d'assassinat? Ça va arriver très vite. Il y a des sondages qui sont faits très très régulièrement, donc on va avoir des sondages qui vont être faits. Moi, je mets quand même une mesure de précaution sur ceux qui vont être produits. Nous, on a une certaine liste de sondages qui sont à peu près là. On a vu notamment qu'il y avait une vague déjà qui montrait que déjà Joe Biden était déjà en difficulté avant le débat, que le débat a accentué les difficultés à la fois dans les swing states et dans ce qu'on appelle le sondage au niveau fédéral, donc en termes au niveau du vote populaire, et que là vraisemblablement, je pense que l'effet qui va être produit autour de Donald Trump va se jouer sur plusieurs niveaux. Je pense que les indépendants vont soutenir davantage Donald Trump. D'accord. Je pense que l'électorat qui est clé, donc les suburbs, les habitants de banlieue, vont pousser davantage sur Donald Trump et il y aura un acte de compassion auprès des femmes. Je pense que c'est les 3 électorats qu'il faut surveiller avec ce qui vient de se passer. Mais on peut avoir tout de suite une vraie tendance, là, dans les heures qui viennent, ou non, il faut que ça... que l'enquête avance déjà, que Donald Trump choisisse sa stratégie, que les démocrates fassent un choix définitif. Là, la chose que moi je regardais en priorité, c'est pas les intentions de vote, c'est sa cote de popularité. Est-ce que sa cote de popularité dépasse enfin les fameux stades des 40? Il a toujours stagné aux alentours de 40. Est-ce qu'il passe au-dessus de manière durable? Est-ce qu'il y a un effet drapeau autour de lui ou un effet compassion? L'autre sont les sondages d'intention de vote. Il faut les découper en 2 parties. Vous aurez les sondages qui vont être faits depuis hier et aujourd'hui. Et surtout, vous avez toute la convention républicaine qui va s'étirer pendant toute la semaine. Oui. Donc en fait, il ne faut pas se dire que Donald Trump augmente dans les sondages uniquement en raison de cet événement-là, mais à chaque fois que vous avez la convention républicaine ou la convention démocrate, le candidat démocrate monte. Il y a une présence médiatique qui entraîne un effet sur les sondages. C'est à fait. Merci beaucoup, William T. On va se pencher quand même sur les Secret Service là, dans les jours qui viennent, les heures qui viennent, parce que vous me parliez potentiellement de la stratégie de Donald Trump, d'appuyer sur telle ou telle cause. Là, quoi qu'il arrive, on va se poser la question. Que font-ils ? De toute façon, il y aura une commission d'enquête. Oui. Ensuite, après, il y aura le comportement des républicains. Ça peut prendre des mois et des années. Hein. Ça peut se faire rapidement aussi. Ah oui. Ça peut se faire plus rapidement. On l'a vu sur la commission Roosevelt pour JFK. Je pense que les républicains qui contrôlent actuellement la Chambre des représentants peuvent lancer une commission d'enquête pour attaquer Biden. Et donc du coup, ils vont essayer de porter la responsabilité sur Joe Biden directement ou indirectement. La clé ensuite après, c'est comment va se comporter la Maison-Blanche et comment va se comporter le camp démocrate. Je n'exclus pas que Biden contre-attaque en tendant un piège à Donald Trump. Si par cas, il essaie de relancer sa campagne, et surtout qu'il l'a évoqué ce week-end dans un de ses discours, est-ce que Joe Biden, le président des États-Unis, ne propose pas à Donald Trump, au vu de ce qui lui est arrivé, d'éventuellement porter une législation commune sur la régulation des armes à feu? Merci beaucoup, William T. Oui, alors ça, ce sera un drôle de retournement de situation. Merci beaucoup, William, président du Millénaire, le think tank libéral. Alors, on peut voir où vos études sur Internet? Sur Internet, tout à fait. Là, on va sortir un rapport sur le bilan de Joe Biden et également un à l'issue de la convention sur le programme de Trump, auquel on lui suppose un agenda qui s'appelle le projet 2025. C'est-à-dire ?
C'est un projet qui a été porté par le think tank de l'Heritage Foundation, même s'il s'en est un peu éloigné. Ce serait la première année de mandat de Donald Trump, auquel il y a un certain nombre de mesures comme un renforcement de l'exécutif qui changerait le régime américain. Voilà, et je vous donne aussi un indicateur, la question du jour. C'était la question d'hier. Pensez-vous que la tentative d'assassinat de Trump fera basculer la campagne électorale américaine en sa faveur? Vous pouvez encore voter oui ou voter non. Vous aurez du mal à faire basculer le vote parce que 83,94% de nos internautes, William, pensent que oui, la tentative d'assassinat contre Trump fera basculer la campagne américaine en sa faveur. Merci William, merci de nous avoir suivis. Vous restez avec nous toute la journée parce qu'il y a une actualité politique évidemment. Aura-t-on un nouveau Premier ministre? Ça ne semble pas être pour aujourd'hui. La gauche va-t-elle proposer un nom? Gabriel Attal Emmanuel Macron va-t-il finalement accepter la démission de Gabriel Attal? On reste ensemble et puis les avancements sur cette affaire Trump évidemment. Merci de nous suivre. Bonne journée sur le Figaro.fr.